J'en ai encore des frissons. Une rage pure, une passion si dévorante qu'elle piétine absolument tout sur son passage. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, ce livre est extraordinaire. C'est Le Montespan de Jean Tullet. C'est une plongée vertigineuse dans la lutte acharnée d'un homme seul face à la machine broyeuse du pouvoir absolu. Foudroyant. Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan. On débarque en plein scandale, un carrosse noir, drapé de deuil, surmonté de gigantesques bois de serre qui déboulent dans la cour du château pour narguer le souverain. Un mari cocufié qu'on félicite pour sa chance, mais qui choisit de déclarer la guerre à l'homme le plus puissant du monde pour récupérer sa femme. C'est à peine croyable, non ? Il ne risque pas juste sa réputation, il met sa tête sur le billot, risquant le donjon à vie et la mort par pur amour. Eh bah, pour bien saisir l'ampleur du truc, faut redescendre sur Terre, hein. On est au début des années 1660, loin, très loin des dorures. Ouais, la réalité est super prosaïque au départ. C'est pas un complot politique, hein. C'est juste l'histoire de Louis-Henri et de Françoise de Rochechouart. Celle qui va exiger qu'on l'appelle Athénaïs. Exactement. Et leur rencontre, elle est, électrique. C'est un coup de foudre total, hyper charnel, fusionnel, ils s'aiment à la folie. Ils se marient super vite, mais bam, le mur de la réalité. La misère. C'est fou d'ailleurs, on parle de la haute noblesse française, de noms illustres, et pourtant ils vivent presque dans le dénuement. Ils sont criblés de dettes, ils peuvent même plus payer leurs domestiques. C'est le drame classique de la noblesse de Provence de l'époque, les Auberaux. Ils ont des titres à rallonge, un arbre généalogique incroyable, mais aucune liquidité. Zéro. Et tenir son rang, ça coûte une fortune. Il faut s'habiller à la mode de Paris, entretenir les chevaux, rembourser les créanciers. Et Louis-Henri, il a hérité des dettes familiales. Et là, il voit son amour absolu s'étioler dans ce quotidien médiocre. Il supporte pas de voir Athénaïs pourrir dans un château délabré. Non, c'est une femme d'une beauté et d'une intelligence éclatantes. Il l'aime tellement qu'il veut lui offrir la vie qu'elle mérite. Donc, il prend une décision qui semble logique pour un noble, mais qui va se révéler fatale. Il part à la guerre. Ouais, pour aller chercher l'or et la gloire et les déposer aux pieds de sa femme. C'était la seule issue honorable, en fait. Le commerce leur était interdit. S'ils travaillaient de leurs mains, c'était la dérogeance, la perte de leur noblesse. La seule façon de s'enrichir, c'était de verser son sang pour le roi. Et il y va à fond. Il s'engage à corps perdu. Il fait le siège de Marsale, et après, l'enfer absolu. L'expédition de Djidjeli en 1664, sur les côtes d'Afrique du Nord. C'est glaçant. Quand on lit ces passages, on est loin de la guerre en dentelle, hein. C'est la boue, le sang, la chaleur suffocante. Et les épidémies ? Et lui, il frôle la mort plein de fois. Il est presque inconscient tellement il est héroïque. Il sauve des vies sous les tirs ottomans. Mais le truc, c'est qu'il fait pas ça par patriotisme. Sa seule boussole, c'est le visage d'Athénaïs. Et c'est là que l'ironie est cruelle. Pendant qu'ils patauchent dans le sang, ravagés par la dysenterie, ils croient bâtir leur bonheur. Mais en fait, il détruit son mariage. La distance, c'est un poison au XVIIe siècle. Un poison lent et implacable. Les lettres mettent des mois à arriver, et pendant qu'il souffre, Athénaïs, elle reste pas à tricoter en province. Moi, ça non. Elle monte à Paris et elle retourne la capitale. Elle écume les salons du Marais, elle a cet humour mordant, cette répartie de dingue. L'esprit des Mortemarts. Voilà, elle devient la coqueluche de tout le monde, et elle finit par entrer à Versailles comme dame d'honneur de la reine. Et là, elle entre dans le champ d'attraction du trou noir de l'époque. Le roi Soleil en personne. Louis XIV se lasse de sa favorite, Louise de la Vallière, qui est très douce, très effacée. Et Athénaïs débarque, avec son arrogance et sa beauté foudroyante. Forcément, le roi la remarque. Et à la cour, refuser le roi, c'est pas juste une question de vertu. C'est une rébellion politique impensable. Ça veut dire la ruine de toute ta famille. Ce qui nous amène au point de rupture. Après 11 mois d'enfer, Louis-Henri rentre enfin. Épuisé, couvert de cicatrices, Il pousse la porte, le cœur battant, et là, le choc. il découvre sa femme enceinte. Et pas de lui. Et on lui fait très vite comprendre que le père, c'est Louis XIV. L'absurdité de cette époque est fascinante, parce que quand la rumeur se répand, personne ne plaint le marquis, personne n'est gêné, au contraire. On vient le féliciter. Sérieusement, on lui tape sur l'épaule pour lui dire qu'il a tiré le gros lot. Mais oui, à Versailles, être le cocu du roi, c'est le jackpot absolu. Faut vraiment réaliser la folie du truc. Comment une noblesse militaire en arrive à fêter l'humiliation d'un des siens. C'est le génie politique de Louis XIV. Il utilise la débauche pour domestiquer la noblesse. Avant, les nobles se rebellaient, prenaient les armes. Là, il les a enfermés dans la cage dorée de Versailles. Il achète leur docilité. Exactement.
Tu partages ta femme avec le roi, et bam, il pleut des titres, des gouvernements de province, des pensions colossales. C'est une économie de la faveur. Ils vendent leur honneur pour une carrière. Et la culture participe à ce lavage de cerveau. Molière, avec Amphitryon, c'est exactement ça. Ah mais totalement. Molière met en scène Jupiter qui prend l'apparence du mari pour séduire sa femme. Et la morale de la pièce, jouée devant toute la cour, c'est littéralement un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore. Une justification d'État en plein jour. Le désir du roi de droit divin, c'est la volonté de Dieu. On ne discute pas. Sauf que Louis-Henri, c'est un Gascon orgueilleux. Et lui, il refuse ce cynisme. L'argent, les titres, il crache dessus. Il veut juste sa femme. Et c'est là que ça devient dingue. Toute l'armée et la justice sont du côté du roi, donc il doit inventer ses propres armes. Le harcèlement symbolique, Exactement, il utilise le scandale public pour briser la respectabilité du roi. son premier coup d'éclat, c'est visuel. Le fameux carrosse. Il le peint entièrement en noir, charbon. L'intérieur comme l'extérieur. Un corbillard. Et sur le toit, à la place des élégants plumets, il fixe d'énormes cornes de cerf, le symbole du cocu, jeté à la face de tous. Et il entre au galop dans la cour du Louvre avec ce truc. Il force tout le monde, même le roi à sa fenêtre, à regarder l'adultère en face. Il fait exploser le déni. Et il s'arrête pas là. En public, il traite le roi de canaille. Faut bien peser le mot. Sous la monarchie absolue, c'est un crime de lèse-majesté. Le roi pouvait l'envoyer pourrir à la Bastille sur un simple claquement de doigts. Il joue avec sa tête. Son orgueil éteint complètement son instinct de survie. Mais le pire, le plus sombre, c'est son plan sucré. Quand on lit ça, on plonge dans une vraie folie désespérée. C'est glaçant. Il décide d'aller dans les pires bordels des bas-fonds de Paris. Pour contracter volontairement la vérole. Une maladie mortelle et incurable à l'époque. Son plan, c'est de s'infecter, puis d'exiger son devoir conjugal auprès de sa femme pour la contaminer. Et qu'elle le transmette au roi. Une attaque bactériologique kamikaze. Il est prêt à pourrir vivant juste pour emporter le monarque dans sa chute. C'est l'autodestruction totale face à un pouvoir inatteignable. Heureusement que ça a foiré, franchement. Mais face à tout ça, le roi finit par craquer. La sanction tombe, l'exil immédiat. Escorté de force jusqu'en Guyane, à l'autre bout de la France. Le pouvoir espère qu'il va moisir dans sa province boueuse et qu'on n'en parlera plus. Tu parles, l'exil devient juste sa nouvelle scène de théâtre. Et là, il est le seul metteur en scène. La cérémonie des funérailles. C'est un chef-d'œuvre de cynisme. Il fait draper la cour de son château de noir, il sonne le glas, il invite toute la noblesse locale. Tout le monde débarque en deuil, persuadé qu'un membre de la famille est mort. Et au milieu, il y a un cercueil immense, mais totalement vide. Et quand on lui demande qui est mort, il répond avec un flemme incroyable qu'il célèbre les funérailles de l'amour de sa femme pour lui, tué par la trahison royale. C'est de l'art contemporain avant l'heure. Il fige Athénaïs dans le passé. Il déclare que la femme qu'il a aimée est morte. Mais le coup de grâce, celui qui va faire hurler Versailles, c'est juridique. C'est son testament. L'ultime doigt d'honneur. Il va chez le notaire et sur un document hyper officiel, il reconnaît tous les bâtards que sa femme a eus avec le roi. Il les reconnaît comme ses propres enfants légitimes. Des enfants de sang royal qui se retrouvent affublés du nom des Pardaillons de Gondrin. Et il signe avec cette formule magique, époux séparés, quoique inséparables. C'est une flèche empoisonnée. Il parasite la lignée du roi. Le monarque le plus puissant d'Europe ne peut rien contre le sacrement de mariage religieux. Tout paraît ricanant douce. Louis XIV est humilié par un petit noble de province. Sauf que derrière ces provocations, il y a une ambiance super lourde. On est à la veille de la fameuse affaire des poisons. Une vraie psychose meurtrière à la cour. L'aristocratie règle ses comptes à coups d'arsenic. La mort rôde partout, dans un verre de vin, une paire de gants. C'est pour ça que la chanson « Le roi a fait battre tambour », qui revient tout le temps dans l'histoire, fait si peur. Elle raconte comment les rois volent les femmes et comment celles qui résistent finissent mystérieusement empoisonnées. C'est une menace constante. S'approcher du roi, c'est risquer la mort. Et pourtant, lui, face à la ruine, à la prison, à la maladie, il lâche rien. Et la question c'est pourquoi ? Pourquoi cet acharnement suicidaire ? La réponse est bouleversante de simplicité. Au milieu de ce monde hyper cynique de calcul politique, il lâche une phrase magnifique. Comme on n'aime qu'une fois dans une vie. Ça fond l'armeur directe. C'est un héros mythologique. Il défend pas juste son honneur, il érige l'amour comme un principe sacré, au-dessus des lois du roi. L'intime comme résistance politique ultime. Mais le temps passe, les décennies filent, le marquis est vieux, brisé, toujours en exil. Et la roue tourne à Versailles,
Athénaïs a chuté, remplacée par Madame de Maintenon. Répudiée, seule, abandonnée de tous ceux qui la flattaient. Et du fond de cette disgrâce, elle prend sa plume. Elle lui écrit une lettre. À ce mari qu'elle a ignoré et écrasé publiquement. Elle le supplie de pardonner le passé, de la reprendre. L'homme qui a tout sacrifié, sa jeunesse, son argent, sa santé, par pure passion pour elle, tient enfin sa revanche amoureuse. L'amour de sa vie, brisé, frappe à sa porte. Va-t-il ouvrir? La passion sera-t-elle plus forte que l'orgueil d'un vieil homme brisé par les humiliations? Pour connaître la fin de ce duel des cœurs, faut lire ce récit foudroyant. Le dénouement est juste inoubliable. Et au-delà de l'histoire d'amour, ça laisse une question vertigineuse. Imaginons ça aujourd'hui. Que se passerait-il si un individu isolé, par amour ou par principe, osait déclarer une guerre totale et publique au sommet absolu de l'État moderne? Sa folie insoumise trouverait-elle un écho, ou le système trouverait-il, comme à l'époque, le moyen de l'écraser en silence? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.